Il est 10h ici à Paris, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi. La photo est historique, les ambassadeurs libanais et israéliens aux États-Unis, côte à côte, à Washington. Première rencontre à ce niveau depuis plus de 30 ans des représentants de ces deux pays, toujours officiellement en état de guerre. Mais passer de la photo à des négociations de paix durable sera plus dur, d'autant que le Hezbollah n'en sera pas. En attendant, la guerre entre le groupe armé pro-iranien Hezbollah et Israël se poursuit. Beyrouth Sud a été bombardée à nouveau ce matin. La guerre avec l'Iran, elle est bientôt finie, à en croire Donald Trump et ses dernières déclarations. Des discussions qui s'étaient soldées par un échec le week-end dernier pourraient reprendre. La trêve tient, mais le détroit d'Ormuz est toujours bloqué et les Iraniens toujours privés d'Internet. On en parlait tout à l'heure avec Christophe Dansette. Aujourd'hui, dans Parlons-en, nous prenons la route à 6000 km de Téhéran, direction Pékin. Pékin qui a sensiblement durci le ton ces dernières heures depuis que Donald Trump a mis en place son propre blocage, sa propre version du blocage du détroit d'Ormuz. C'est notable parce que jusqu'ici, Xi était avancé plutôt à couvert. Allié de l'Iran, la Chine ménage en même temps la critique de l'administration américaine. Est-ce le signe que le scénario lui est jusqu'ici trop favorable pour se risquer à en dire plus? La Chine a-t-elle gagné une guerre dont elle n'est pas partie au conflit? C'est Parlons-en aujourd'hui avec Maud Kessar, Pierre Aski et Bruno Darroux. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. Bonjour. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Maud Kessar. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation nord-américaine et directrice du domaine nord-atlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. À vos côtés, Bruno Darroux. Bonjour Bruno, vous êtes ici chez vous. Pauline, Rebonjour, chroniqueur international à France 24. Et Pierre Aski. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être là. Vous sortez tout juste des studios de France Inter où vous êtes éditorialiste géopolitique. Vous signez La fin d'un monde chez Stock. On est tout à fait dans le sujet ce matin. Et président par ailleurs de Reporters sans frontières. Je voudrais commencer avec une maxime attribuée à un homme qui n'a rien à voir ni avec la Chine ni avec l'Iran. Cet homme, c'est Napoléon Bonaparte. Et cette maxime, c'est « n'interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur ». Phrase que nos confrères de l'hebdomadaire britannique The Economist ont mis à la une ces derniers jours pour évoquer l'attitude de Pékin depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Il y a le poids des mots, le choc de la photo. Maud Kessar, n'interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur. Est-ce qu'elle vous paraît à propos, cette citation? Alors, cette citation paraît particulièrement pertinente. Je crois qu'on l'avait déjà rappelé sur ce plateau. On avait évoqué l'erreur stratégique de Trump, une erreur stratégique parce que, évidemment, si les États-Unis se concentrent sur un théâtre d'opération qui n'est pas leur priorité stratégique, et qui est sachant que leur priorité stratégique, c'est plutôt l'Indo-Pacifique et pas le Moyen-Orient, eh bien, on peut penser que le principal acteur de la région Indo-Pacifique, à savoir la Chine, ait tout intérêt à ce que, pour reprendre une maxime chinoise et non pas britannique, le fruit mûr tombe et le déclin des États-Unis qui s'annonce, puisque je crois que la métaphore, en fait, ou pour filer la métaphore, la citation de The Economist, ça faisait aussi allusion sans doute au fait que Hormuz puisse être le Suez des États-Unis et donc signe la fin d'un déclin américain. Dans cette phrase, Pierre Aski, n'interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur. Il y a l'erreur, on va y revenir dans un instant sur l'Indo-Pacifique. Et puis il y a le fait de ne pas interrompre l'ennemi. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier la position chinoise depuis le déclenchement de l'opération américano-israélienne sur l'Iran? Silencieuse, Alors, sur un plutôt, fil, voilà. Discrète plutôt que silencieuse. Discrète. C'est-à-dire que la Chine n'est pas inactive. Et d'ailleurs, ces jours-ci, on avait le prince héritier d'Abu Dhabi, donc des Émirats Arabes Unis, qui était à Pékin, reçu par Xi Jinping de manière très officielle. Et les Émirats Arabes Unis sont une des cibles de l'Iran. Donc on voit bien que les Chinois veulent montrer qu'ils parlent à tout le monde, qu'ils sont très présents dans les coulisses. Mais effectivement, ils ne sont pas au premier plan. Ils n'ont pris ni mesures militaires, ni véritablement de mesures politiques ou de prise de position politique fracassante. Mais ils sont présents. Et Trump lui-même a dit, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le cessez-le-feu, que la Chine avait encouragé l'Iran à accepter ce cessez-le-feu et la négociation qui a suivi à Islamabad, même si elle a échoué. Donc on voit bien que les Chinois sont prudemment
présents dans cette affaire et en tirent évidemment le premier bénéfice qu'ils en tirent, c'est de se présenter comme une nation d'équilibre, de stabilité, de prévisibilité, là où les États-Unis sont devenus le chien fou dans le magasin de porcelaine. Et ça, c'est une image que Xi Jinping adore promouvoir dans le monde aujourd'hui. On va y revenir, bien sûr. Prudence, disait Pierre Aski, jusqu'il y a quelques heures, où Pierre Aski, c'était en début... pas Pierre Aski, Xi Jinping, pardon. Quel lapsus. Quelques heures avant que Donald Trump mette en place sa propre version du blocage du détroit d'Ormuz, a rappelé qu'il fallait rétablir une navigation sans entrave dans l'intérêt de la communauté internationale. Il ne l'avait pas dit jusqu'ici. C'est vrai qu'en tout cas, d'un point de vue économique, le blocus, empêcher les bateaux iraniens de sortir du détroit, ça gêne quand même considérablement les importations en hydrocarbures chinoises. Oui, même si apparemment la Chine avait bien anticipé ce mouvement, en liaison d'ailleurs avec l'Iran, qui est un allié, puisqu'on sait qu'avant même le déclenchement des opérations le 28 février, il y a pas mal de pétroliers iraniens qui ont fait route vers la Chine, ce qui fait que la Chine a encore des stocks en hydrocarbures assez conséquents. Le régime chinois joue aussi sur le fait qu'il a beaucoup développé les autres énergies, à commencer notamment par la voiture électrique, pour dire que tout va bien, mais d'un point de vue purement d'approvisionnement énergétique, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus, d'où ce petit, non pas coup de gueule, mais cette petite semonce chinoise, même si les Chinois ont rencontré Xi Jinping a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, et ce matin, la Russie se dit prête à compenser les éventuels manques énergétiques de la Chine avec ses propres hydrocarbures. Donc d'un point de vue diplomatique, oui, il y a une attitude assez discrète de la Chine. D'un point de vue plus économique, la Chine s'était sans doute mieux préparée que d'autres pays d'Asie, mais elle a de lourds besoins. On rappelle, je crois que 15 à 20% du pétrole chinois provient du Golfe Persique, et les Iraniens exportent entre 80 et 90% de leur pétrole vers la Chine. Oui, ce qui est énorme. Donc, ce qui est énorme, ça c'est les exportations iraniennes. Voilà. Oui. Mais donc à un moment, il faudrait pas que ça dure trop longtemps pour la Chine, déjà de ce point de vue-là. Justement, disons un mot de la proposition russe faite auprès des Chinois. C'est Marc Pope qui nous raconte ça en images, et on y va juste après. Profiter de la crise au Moyen-Orient pour compenser les impacts de la guerre en Ukraine. Voilà la stratégie affichée de la Russie, dont le ministre des Affaires étrangères effectue une visite de 2 jours en Chine. La Russie peut sans aucun doute compenser le déficit de ressources qui est apparu, aussi bien pour la République populaire de Chine que pour tous les pays désireux de travailler avec nous d'une manière équitable et mutuellement bénéfique. La Chine, tout comme de nombreux pays asiatiques, est très dépendante des livraisons d'hydrocarbures venus d'Iran. Téhéran envoyait jusqu'à présent 80% de ses exportations de brut à Pékin. Le blocus du détroit d'Ormuz imposé par les États-Unis est donc une épine dans le pied pour la deuxième économie mondiale. La Chine et la Russie peuvent donc compter sur leur relation, qui est par ailleurs cimentée par une rivalité commune avec les États-Unis. Face à une situation internationale turbulente et complexe, la stabilité, la certitude des relations sino-russes sont particulièrement précieuses. Les ministères des Affaires étrangères des 2 pays doivent renforcer la communication stratégique et l'étroite coordination diplomatique et promouvoir un partenariat stratégique global sino-russe plus solide, plus affirmé et plus ambitieux. Un potentiel accord entre les deux sur la question des hydrocarbures serait une très mauvaise nouvelle pour l'Iran et pourrait acter un désengagement de Pékin et Moscou, pourtant tous deux alliés de longue date de Téhéran. Vladimir Poutine est attendu en Chine dans les prochains mois. Intéressant de voir ce qui se joue en marge d'une guerre avec des partis qui n'en sont pas, Maud Kessa. Absolument, c'est d'autant plus intéressant que, comme le rappelait Xi Jinping à l'instant, c'est le terme de stabilité qui ressort de son discours, et puis aussi finalement de cette alliance qui ne dit pas son nom, qui n'est pas une véritable alliance, c'est juste un partenariat stratégique de forme certes, et qui reste donc assez vocal, mais qui fait écho en miroir finalement à la destruction des alliances de l'autre côté, puisque Donald Trump ne cesse de taper sur ses alliés, ne cesse de rappeler que finalement ce qui faisait la grandeur ou la puissance américaine, à savoir la force de ses alliances, ne fonctionne pas. Et de l'autre côté, on aurait donc des puissances, alors non pas d'équilibre, mais de stabilité, qui seraient incarnées par la Russie et
la Chine. C'est fortement ironique et il ne faut pas douter que Xi Jinping utilise ces termes et cette communication stratégique à dessein. Et c'est évident. Pour revenir sur les relations entre la Chine de Xi Jinping et la République islamique, Pékin est un allié de longue date du régime de la République islamique, partenaire commercial majeur, on l'a rappelé. Aujourd'hui, je crois qu'en Iran, quand on va en Iran, quasiment tout est chinois. Un marché pour son industrie de défense, on pourra peut-être y revenir. Pour autant, elle n'ira pas au conflit avec Washington pour sauver Téhéran, d'où cette marche sur un fil. En fait, la Chine n'a pas une politique d'intervention pour sauver ses alliés, qui ne sont pas des alliés au sens traité du terme, mais partenaires ou amis. Et on l'a vu avec le Venezuela. Le Venezuela aussi était un fournisseur de pétrole et de longue date, il y a une dette vénézuélienne énorme vis-à-vis de la Chine. Et pourtant, ils n'ont pas bougé un petit doigt pour sauver Maduro ou même pour réagir à ce qui s'est passé à Caracas. La même chose se joue avec l'Iran, avec une petite nuance, parce qu'on apprend des petites choses. Là, par exemple, ce matin, le Financial Times révèle que les Iraniens ont acheté, en fait, un satellite militaire à la Chine qui a été construit, lancé, mis en orbite par la Chine, qui est un satellite espion. Et le Financial Times publie les photos satellites qui montrent les bases américaines en Arabie Saoudite sur lesquelles l'Iran a ciblé des missiles qui ont détruit des avions au sol. Donc, on voit bien que cette coopération militaire, elle se fait pas sous la forme d'armes, de missiles ou d'avions, etc. Mais elle est beaucoup plus subtile sur le renseignement, sur des composants électroniques qui servent à la fabrication du balistique iranien, etc. Mais il y a un revers de la médaille, c'est-à-dire que on voit bien que récemment l'Iran et l'Arabie Saoudite sont entrés dans les BRICS, donc le club des pays émergents dans lequel la Chine occupe une place déterminante. Et pourtant, les BRICS ne jouent aucun rôle diplomatique dans cette affaire. Et donc, vous pouvez avoir des pays comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite qui sont à l'intérieur. Ça ne change rien. C'est pas un club opérationnel. Et donc, ça, c'est la partie peut-être de faiblesse de la diplomatie chinoise. Mais il est clair qu'aujourd'hui, elle est capable de tirer son épingle du jeu. Alors peut-être que c'est très intéressant cette histoire de soutien, de partenariat ou de soutien militaire chinois. D'abord parce que Donald Trump joue là-dessus beaucoup et les Chinois ont réagi très rapidement dès qu'il y a des annonces dans la presse qui seraient documentées par la CIA et qui feraient état de soutien militaire chinois. Donc ça alimente, les Chinois disent c'est une instrumentalisation du renseignement et donc c'est une presse qui est contre nous. Et de l'autre côté aussi, bien évidemment, ça alimente la machine de Trump qui menace davantage et dit attention aux Chinois, si jamais il y a soutien militaire, moi de toute façon, je vais utiliser mon autre arme, je vais arsenaliser encore une fois les droits de douane. Et il semblerait que la prudence chinoise tienne aussi au fait d'être sous le joug constant ou sous l'épée de Damoclès constant de cette menace d'un retour des droits de douane. Ils ont eu quand même beaucoup de mal à négocier fin décembre avec Trump un retour à des choses plus acceptables. Donc, c'est quand même... sauf que sur les droits de douane, Donald Trump a quand même trouvé un adversaire en Xi qui était assez tenace. En particulier avec son embargo sur les terres rares qui a fait reculer les Américains. Mais il faut pas oublier que dans un mois précisément, Donald Trump sera à Pékin. On n'a pas de date, cette visite a été déjà fixée au 14 et 15 mai. Autant pour moi. Elle a été repoussée une première fois. Elle a été repoussée au 14-15 mai, donc exactement dans un mois. Et les Américains disent qu'on ne la retardera pas de nouveau, même si la guerre se poursuit à ce moment-là. Et cette visite est extrêmement importante parce que elle intervient après 1 an et demi d'administration Trump et on est dans du provisoire sur les relations commerciales. Il y a eu une tentative américaine d'imposer 145% de droits de douane à la Chine. C'était absolument colossal, ce qui est une manière, un coup de massue que Trump a voulu donner, sur lequel il a dû reculer à cause de l'embargo sur les terres rares.
Donc on est revenu à des choses un peu plus acceptables, mais l'équilibre réel n'est pas encore trouvé. Donc cette visite, elle était cruciale pour déterminer, en gros, si les États-Unis et la Chine étaient capables de rivaliser sans se faire la guerre, ni commerciale, ni peut-être même militaire. Alors, qui aura... Oui. C'est une des raisons aussi, sans doute, avec cette visite qui a été retardée, la visite de Donald Trump à cause de la guerre en Iran, puisque Donald Trump devait s'y rendre il y a quelques semaines. Et on voit bien, très certainement, on parlait de gradation un peu de l'agacement chinois ces derniers jours. Mais enfin, bon, il ne se passera rien de dramatique, forcément, jusqu'au moment de la visite de Donald Trump. Après, si ça dure, là, Pékin pourrait peut-être modifier sa position, mais va attendre d'abord de voir comment ça se passe avec Donald Trump. Oui, Parfois, il y a des activités chinoises qui quand même posent question pour la presse internationale de l'autre côté en fait du grand continent américain. Donc c'est à la fois les Américains, les Japonais, les Coréens qui sont très intrigués de cette décision prise par la Chine de créer un espace aérien à nouveau fermé. C'est pas la première fois qu'ils le font, sauf que ce qui en fait est interpellant ou intéressant, c'est que là ils ont annoncé cela fin mars, donc le 27, et jusqu'au 6 mai. Jusqu'à ce que Donald Trump arrive. Donc on ne sait pas exactement quelles sont les manœuvres en cours que Xi veut opérer en faisant ces annonces. Est-ce que c'est pouvoir tester, évidemment, de bloquer les routes qui seraient autour de Taïwan? Est-ce que c'est autre chose? Toujours est-il que c'est quand même un signal stratégique à prendre en compte. On va revenir dans un instant sur le fait que, étant concentré sur le Moyen-Orient, d'une certaine façon, la Chine a le champ libre dans son propre zone, sa zone d'influence. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Aski, à propos de qui aura la poignée de main la plus forte mi-mai à Pékin. La Chine, d'une certaine façon, jubile parce que face à un Donald Trump ultra erratique depuis un mois et demi, à coup d'IA, de plus savoir quoi en faire, Xi peut assumer ce discours de chef d'État hyper puissant, vous disiez tout à l'heure prévisible, ou en tout cas pas imprévisible, stabilisateur, il rappelle à l'ordre mondial, celui qu'il considère être comme l'ordre mondial, bien sûr, alors précisément que c'est Pékin qui est accusé depuis des années de ne pas respecter la liberté de navigation, notamment en mer de Chine. Oui, tout à fait. Et on est dans une inversion complète des rôles, puisque dans son discours hier, Xi Jinping s'est lancé dans une défense du droit international, ce qui est quand même un énorme paradoxe. Et il donne des leçons de droit international à qui? À Donald Trump, qui lui a déclaré au New York Times en janvier que l'ordre international n'était plus son problème. Et quand on lui a demandé quelle est votre limite si c'est plus le droit international, il a répondu ma propre moralité. Oui. Voilà. Et donc qu'est-ce que Xi lui répond? Mais ça donne le beau rôle à Xi Jinping qui dit mais le droit international c'est fondamental, c'est très important. Et il a présenté un plan en 4 points pour régler le problème iranien, dans lequel le droit international est un des 4 points. Donc on est dans cette inversion et je pense qu'il va le jouer effectivement lorsqu'il va accueillir Donald Trump, un peu comme un grand frère qui lui dirait calme-toi, le monde a besoin de stabilité et pas de chaos diplomatique. Mais cet argument, il est surtout fort pour la Chine en direction du monde en développement, des pays du Sud, parce que il y a une grande remise en question de l'ordre international aujourd'hui. On est dans les rapports de force qui se recréent, qui se testent, et la Chine peut se targuer d'avoir une influence majeure dans une bonne partie des pays du Sud. Par contraste, par le fait que les États-Unis insultent tout le monde, sont erratiques, ne cultivent pas leurs alliances ou leurs amitiés et se mettent à dos tout le monde. Il faut voir, là, il y avait le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, était à Pékin ces 2 derniers jours. Il y a un discours espagnol aujourd'hui qui est « mais il faut travailler avec la Chine, c'est un facteur positif, etc. » C'est quand même... Il est assez singulier en Europe, en ce sens. Oui, il est singulier en Europe, mais il est révélateur de ce glissement
glissement qui transforme la Chine de pays perturbateur à pays stabilisateur. Sanchez à Pékin, je crois que c'est sa 3e ou 4e visite en 3 ans. Oui, mais d'ailleurs, pour revenir à Donald Trump, on peut quand même s'étonner, si on dézoome un peu par rapport à ce qui se passe actuellement, sur la manière dont les États-Unis, au moment où leur leadership est contesté, en fait, on pourrait se dire que logiquement, il faudrait renforcer leurs alliances, et on est avec un président qui, au contraire, est en train de détricoter toutes ces alliances, et se retrouve d'ailleurs relativement isolé sur la scène internationale, certes en étant la puissance principale pour l'instant, mais ne cultivant pas du tout ses alliances, et même traitant très mal ses alliés. Ouais, comment Xi Jinping peut effectivement observer, comme vous le rappeliez tout à l'heure, un président américain qui ne cesse de devenir hostile à sa propre alliance, qui ne cesse de dénigrer ses propres alliés, qu'il n'a pas prévenu de ce lancement de la guerre. Qu'est-ce qu'un Xi et il les engueule ensuite. Et voilà, pour ensuite leur mettre la pression, les menaces, on connaît la chanson. En fait, Trump a une définition des alliés et des alliances qui lui est propre, de la même manière qu'il a sa propre moralité. On le voit bien aussi dans ses documents stratégiques. Il a les loyaux et les autres. Il a ceux qui partagent ses valeurs et ceux de son administration. Il commence à y en avoir plus beaucoup des loyaux. Alors oui, enfin peut-être pas, parce que Giorgia Meloni a été la dernière cible de ces foudres hier dans la presse italienne. Trump a dit qu'il était sous le choc de son manque de courage, alors que Meloni était la loyale parmi les loyaux. Pas touche au pas. Et il a perdu Orban aussi dans la même semaine. Mais là, on parle de ce qui se passe de notre côté de l'Atlantique. Il ne faut pas oublier qu'on parlait de regarder vers les Suds et regarder ce qui se passe aussi avec l'Espagne qui se tourne vers la Chine. L'Espagne, elle est aussi très tournée vers l'Amérique latine. C'est ce qu'on appelle l'Atlantique Sud, et donc elle n'est pas forcément complètement isolée dans cette voie, parce que aujourd'hui, finalement, dans cette redéfinition des alliances qu'opère Donald Trump avec sa propre carte mentale et sa propre vision du monde, eh bien, il y a d'autres types de partenariats ou d'accords avec des gens plus loyaux qui pourraient se trouver plus au sud dans des régimes nationalistes, néo-réactionnaires. Exemple. Et exemple, on l'a vu avec le Honduras, on le voit forcément avec ce qui s'est passé au Venezuela, puisque c'était l'idée. On peut le voir dans une certaine mesure avec ce qui se fait avec le Chili, mais on va le voir sans doute avec les élections à venir dans des pays clés aussi de l'Amérique latine. Le Brésil, ça sera cet automne. Mais avant, il y a aussi la Colombie. La Colombie qui était donc avec le régime de Petro, plus à gauche, et qui pourrait basculer, elle aussi, à grand renfort de pression américaine. Donc tout cela fait partie de ce qu'on appelle le bouclier des Amériques, c'est-à-dire ce club aussi d'États un peu autoritaires qui discuteraient, qui aurait pour donc objectif de lutter contre les narcotrafiquants. Et ça, c'est l'objectif affiché de Trump. Mais derrière cela, il y a tout un tas d'autres tractations qui, en fait, redéfinissent la place des États-Unis dans cette zone et la notion même d'alliance, je pense. Mais est-ce qu'un Sanchez en Chine n'appuie pas quand même effectivement sur ce divorce consommé entre les vieux Européens et Donald Trump d'une certaine façon, même si il joue sa propre partition, mais oui, ça y participe évidemment. Ça participe surtout de la création de cette image d'une Chine qui parle à tout le monde, qui a des rapports apaisés avec tous les continents, puisque dans la même séquence vous avez le prince héritier des Émirats, d'Abu Dhabi, Sergueï Lavrov, on l'a dit. Sergueï Lavrov, Pedro Sanchez. Ça fait beaucoup de liens avec des gens très différents. Et ça, c'est peut-être la force de la Chine aujourd'hui, d'être ce point de passage obligatoire de beaucoup de gens. En Europe, aujourd'hui, on a effectivement... L'Espagne s'est démarquée du reste du continent sur plusieurs sujets. Le conflit israélo-palestinien. Le conflit israélo-palestinien était la première, un an avant la France, à reconnaître l'État de Palestine. L'interdiction aux avions américains d'utiliser les bases en Espagne, qui a rendu Trump furieux, qui a menacé de couper tout le commerce avec l'Espagne. Et le refus d'augmenter sa participation, ses dépenses militaires dans l'OTAN. Là aussi, c'était un signe très fort. Donc l'Espagne est un cas
qui cultive aujourd'hui une position assez singulière. Beaucoup de gens d'ailleurs pensent que Pedro Sanchez est le Chirac de 2003, c'est-à-dire celui qui a dit non aux Américains au moment de la guerre en Irak, qu'aujourd'hui ce rôle est incarné par Madrid et non plus par Paris. Je trouve que c'est intéressant tous ces glissements qui se produisent simultanément, parce qu'on voit bien qu'on est dans cette période de redéfinition à la fois des rôles, des postures et des alliances. Et ce qui est intéressant, c'est que les faiseurs de paix, ou enfin ceux qui essaient de négocier en coulisses, même si c'est pour soigner leur propre image, on parlait de, bien sûr, ce qui se passe à Hormuz, mais sur l'Ukraine aussi, la Chine et le Brésil avaient proposé un plan qui n'était forcément pas celui qui était le premier sur la table, mais ils ont proposé quelque chose quand même, et au nom justement des BRICS, ou au moins des États du Sud qui auraient aussi leur mot à dire sur la vision qu'ils ont de la paix. Oui, parce que tous ces conflits, même s'ils ne font pas nécessairement, s'ils ne coûtent pas, ici on parlait du temps long tout à l'heure et de la préparation chinoise tout de suite à Pékin, ils contreviennent à ces projets, notamment au projet des routes de la soie. Alors pour revenir à la maxime que j'évoquais au début et la partie erreur de la phrase, et je crois qu'on est pas mal dans votre sujet, Maud Kessar, Donald Trump n'a-t-il pas commis une erreur dont jubileraient les Chinois précisément, en mobilisant une partie de son économie, une grande partie de sa flotte dans cette région du monde, c'est-à-dire le Moyen-Orient, alors que la priorité stratégique, telle que les États-Unis l'ont définie, elle est tout à fait ailleurs et elle est en Asie. Là-dessus, Renaud ? Ouais. Oui, alors en fait, le fait que la priorité stratégique des États-Unis se soit devenue l'Indo-Pacifique, ça date pas de Donald Trump. Le tournant, il a été effectué avant sous Barack Obama, on peut dire. Mais normalement, donc, c'est la priorité stratégique des États-Unis. On voit que Donald Trump, en fait, il agit, il n'a pas une diplomatie sur le long terme, il agit par à-coups. C'est visiblement comme ça. Ça avait été très bien raconté par l'article du New York Times sur la prise de décision, comment on va intervenir en Iran. Il arrive, pour caricaturer, à se faire convaincre par une vidéo d'1 heure que lui montre Benyamin Netanyahou. Bon, c'est très caricaturé, mais pas tant que ça quand même. Et là, on évoque le fait que le coup d'après, ce serait peut-être Cuba. Donc, de fait, effectivement, il utilise, en fait, on a l'impression qu'il utilise les affaires étrangères comme des espèces de coups pour lui et de bons coups de com' presque, à condition que ça rapporte aux États-Unis, à condition, et c'est là où le bas blesse souvent, que ça ne prenne pas trop de temps. Et c'est à ça, parce qu'en fait, il s'est laissé convaincre par Netanyahou que l'affaire iranienne allait vite être réglée une fois que le régime serait décapité, et il est confronté à cette difficulté. Il ne sait pas vraiment comment en sortir, mais il veut en sortir parce que, à la différence du régime iranien, du régime chinois aussi, etc., il n'a pas, lui, beaucoup de temps devant lui. Il y a déjà le 4 juillet, le 250e anniversaire de la création des États-Unis, il y a les élections de midterm, donc il est pressé, mais néanmoins, là, pour revenir à l'Indo-Pacifique, si le coup d'après c'est Cuba, c'est vrai que c'est difficile à lire. Oui, la question du temps, elle est importante parce qu'il est soumis effectivement à un exercice démocratique auquel n'est pas soumis ni le dirigeant chinois, ni, jusqu'à preuve du contraire, la République islamique. Est-ce que, c'est-à-dire, pour rebondir sur ce que disait Bruno à l'instant, que Donald Trump est en train de se détourner de l'objectif, de la priorité stratégique des États-Unis ? C'est-à-dire de l'Asie-Pacifique ? Alors là, on voit bien qu'il y a un hiatus. On avait déjà parlé ou discuté à plusieurs reprises. Ce hiatus, il est entre la Maison-Blanche et le Pentagone, à plusieurs titres. D'abord sur les orientations stratégiques, parce qu'effectivement, les documents stratégiques de cette administration-là ne démentent pas les précédents, tout en insistant quand même, et là ils sont cohérents, sur l'hémisphère occidental, et donc le fait d'intervenir à Cuba n'est pas quelque chose qui serait exotique pour Donald Trump et encore moins pour Marco Rubio. Ça, on le sait bien. Et l'Indo-Pacifique reste donc à l'agenda, pas sous la forme d'une stratégie, parce que la priorité, c'est une priorité chinoise. Et celle-ci fait quand même consensus aussi en politique intérieure. Donc à un moment, il faudra que dans la perspective aussi des midterms, si on parle de politique internationale, même si c'est instrumentalisé pour les enjeux intérieurs, il faudra quand même qu'on se ressente sur l'ennemi, c'est la Chine. C'est beaucoup plus clair pour tout le monde, et c'est effectivement en ce sens que se négocient finalement les projections militaires américaines, là, depuis une bonne dizaine d'années. La difficulté actuelle, c'est la capacité militaire, et notamment la capacité maritime, mais pas que, parce que finalement, elle n'est pas si énorme, celle qui a été déployée dans le détroit d'Ormuz, et qui pourrait venir à manquer
en Indo-Pacifique. Moi, je pense que c'est pas véritablement le type de navires et de bâtiments en fait qui ont été déployés au Moyen-Orient qui peut poser problème. Ce qui peut poser problème, c'est le coût énorme de ce conflit d'abord, une mobilisation quand même de toute une partie de la capacité certes, et puis un détournement de l'attention. Alors, est-ce que c'est une opportunité pour la Chine d'agir dans ce territoire-là, et notamment, on pense tous à ce qui pourrait se passer autour de Taïwan? Oui et non. C'est une façon, comme on le rappelait tout à l'heure, peut-être de dire que la Chine pourrait faire des choses. Mais est-ce qu'elle est en capacité militaire de mener une intervention? Rien n'est moins sûr. Et pour une raison très intéressante, et cette raison, elle est complètement en miroir de ce qui se passe chez Donald Trump aujourd'hui. On a beaucoup parlé du limogeage dans l'armée américaine et du fait qu'une armée américaine décapitée aurait de plus en plus de mal à conduire des opérations. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui va se passer de plus en plus, surtout si Trump s'en prend aux amiraux et à la marine, ce qu'il a déjà fait. Et de l'autre côté, chez Xi, on a aussi une armée purgée. Alors comment mener des conflits militaires si vous n'avez pas de chef militaire compétent pour le faire? Juste sur Taïwan, je pense qu'on exagère beaucoup cette idée qui est séduisante que pendant que les Américains sont occupés dans le Golfe, la Chine va aller attaquer Taïwan. C'est d'autant plus improbable, à mon avis, mais je peux me tromper, c'est tout à fait possible, qu'il y a quelques jours, la Chine a fait un coup, Xi Jinping a fait un coup qui est passé un peu inaperçu ici parce qu'on a les yeux fixés sur l'Iran, qui est la réception de la nouvelle chef du Kuomintang, qui est le parti d'opposition de Taïwan, qui a été reçu à Pékin par Xi Jinping et qui porte les espoirs d'une relation apaisée. Et les prochaines élections taïwanaises sont au début de 2028. Donc dans un an et demi. Et à mon avis, la Chine attendra cette échéance et fera tout pour que le Kuomintang l'emporte sur le DPP, qui est le parti au pouvoir actuellement, pour... l'opposition taïwanaise qui n'est pas, je précise pour ceux qui ne sont pas au fait de la politique taïwanaise, qui ne sont pas pour le rattachement de Taïwan. Ils ne sont pas pour le rattachement, mais qui sont pour une politique de petits pas, d'accords, etc., qui sont beaucoup plus acceptables pour Pékin que... Mais ce que ça dit pour vous, c'est que c'est effectivement la réception de la chef de l'opposition taïwanaise à Pékin, qui était une première depuis un moment. Depuis 10 ans. Voilà. C'est que la pression est redescendue? Oui, c'est qu'aujourd'hui, ils sont sur une carte politique de faire que Taïwan tombe comme un fruit mûr, et non pas sans avoir à passer par une invasion qui aurait un double coup. L'un, c'est de détruire tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire l'idée que la Chine est une puissance de stabilité prévisible, etc. Déclencher une guerre dans le pays qui produit les semi-conducteurs, ça n'aura pas un impact stabilisateur sur l'économie mondiale. Est-ce que ce n'est pas permis aussi par le fait que Donald Trump c'est quand même, à la différence de Joe Biden, n'a pas dit clairement si la Chine demain attaque Taïwan, j'y vais. Bien sûr, ne l'a pas dit. Il y a cette ambiguïté totale et le fait que... Alors, je pense que les Chinois sont très attentifs à tout ce qui s'est passé sur le terrain militaire ces dernières semaines. Le fait que les États-Unis aient eu besoin d'amener des effectifs et des moyens, surtout, qui étaient stationnés en Asie, notamment en Corée, pour les amener dans le Golfe, ça montre que cette doctrine américaine qui est de pouvoir mener deux guerres simultanément, qui est vraiment le cœur de leur doctrine depuis longtemps, ce qu'ils ont fait, par exemple, avec l'Afghanistan et l'Irak, aujourd'hui, on ne sait pas si les États-Unis seraient en mesure d'avoir une guerre de la même intensité en Asie que celle qui est liée au Moyen-Orient. On pourrait aussi dire qu'à la fois, ils ont fait la démonstration pendant 5 semaines de la qualité de leur renseignement, de leur frappe, etc., versus des équipements peut-être iraniens, peut-être en partie chinois. L'armée iranienne et l'armée chinoise, c'est pas quand même tout à fait pareil. Mais il y avait, selon certains, des équipements chinois en Iran qui ont peut-être été défaillants. Oui, Bruno. Non, je sais pas ce que je voulais dire. Perdu. Non, mais j'entends bien ce que vous dites sur cette idée séduisante et peut-être un peu simpliste qui dirait pendant que les États-Unis ont le regard sur le Moyen-Orient, la Chine a le champ libre sur Taïwan. Mais si on reprend, bien sûr, vous allez me dire c'est un tweet parmi d'autres, mais quand même, quand Donald Trump dit ouvertement, de façon assumée, je vais détruire la civilisation iranienne, je vais taper sur des installations civiles en n'ayant que faire du droit international que Xi rappelle. Et il ne le fait pas. Et ne
le fait pas, oui. mais qui est quand même autocrate de tous les pays. Levez-vous. Qu'est-ce quand même la force d'un message comme ça? Comment il est reçu? Le pouvoir de distraction de Donald Trump sur tous ces enjeux est quand même colossal, parce que pendant ce temps, même si on n'est pas prêt, et notamment du côté chinois, à mener des opérations de grande envergure qui seraient donc à l'encontre des discours qu'ils peuvent tenir, toutefois, toutes ces gesticulations et actions militaires que j'appellerais plutôt des coups de force que des excursions, le Venezuela en est un exemple, donne quand même aussi le champ libre à tout ce qui se fait sous le seuil. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut se dire que c'est pas du tout dans l'intérêt chinois de mener une opération à Taïwan maintenant, mais toutefois, tout ce que les frappes donc des navires les frappes au large du Venezuela qui ont été effectuées par des drones à l'encontre donc de tout respect du droit international. Sur des bateaux présentés comme des bateaux étant des bateaux de trafic de drogue. Voilà, des bateaux de trafiquants et des bateaux qui n'ont pas du tout été arraisonnés. Le signal que ça envoie aussi à la Chine, c'est continuer à mener des opérations sous le seuil, sous fausse bannière ou en utilisant vos gardes-côtes chinois pour aller taquiner ce qui se passe chez les Philippins, les Coréens et autres pays de cette grande zone Indo-Pacifique. L'intérêt chinois n'est pas que pour Taïwan, il est pour l'ensemble donc de cette zone immense. Et à un moment le seuil sera franchi? Peut-être pas, mais en tout cas, ça nous ramène à ce qui est dit en termes de communication stratégique et politique, qui est très important pour la diplomatie, et puis le fait que peut-être que les conflits ou les guerres du moment, ils sont peut-être encore plus davantage sous le seuil que dans les conflits ouverts. Et d'ailleurs, il y a eu, j'ai entendu ça sur une chaîne concurrente et néanmoins amie tout à l'heure, mais il y a eu un sondage apparemment qui a été réalisé au sein des pays de l'ASEAN, et apparemment pour la première fois, quand on pose la question quel est l'État qui vous protégerait le mieux, tous ces pays avant c'était les États-Unis et maintenant c'est la Chine. Donc il y a aussi ce facteur de soft power effectivement dans son arrière. Enfin, je ne sais pas si arrière-cour est une bonne expression, mais pour les Chinois, ça compte énormément, au détriment évidemment des États-Unis. Et il y a une dimension dont on n'a pas parlé, qui est la dimension économique. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va se poser plus encore la question de réduire sa dépendance au pétrole, aux énergies fossiles, et qui est là pour proposer les produits qui répondent à cette question, c'est la Chine. Avec ses voitures électriques, ses panneaux solaires, ses éoliennes, c'est la Chine qui s'est positionnée, et c'est un des grands paradoxes pour un pays qui a tant pollué et qui est numéro 1 dans les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là que le narratif est très fort quand même, de se présenter comme le champion de la transition énergétique quand on sait le poids que la Chine a pesé ces dernières années. Elle est non seulement elle peut produire tous les objets, les instruments dont on a besoin, mais elle est aussi elle contrôle le marché des terres rares, etc., de tous les minerais qui sont nécessaires pour la transition écologique. Donc on est dans un paradoxe énorme où, quelle que soit la manière dont on prend le dossier, on retrouve la Chine plutôt en bonne position. Même s'il faut rajouter quand même que le côté le charbon, là, elle n'est pas encore tout à fait exemplaire. Quand même. Oui, mais le mix énergétique chinois aujourd'hui, entre le nucléaire qui est en plein essor, l'hydroélectrique et les énergies renouvelables est assez conséquent. Et ça, ils l'ont anticipé il y a déjà, je sais pas, une bonne vingtaine d'années. Tout à fait. Démonstration depuis 6 semaines que le détroit d'Ormuz est bloqué. Les économies d'Asie, type Thaïlande, Pakistan, souffrent moins en Chine. Et la Chine, moins en Chine, mais parce que aussi, comme je dis aussi, apparemment, il y avait eu... en gros, les Chinois étaient au courant que les Américains allaient frapper les Iraniens. Oui, mais là encore, dans l'anticipation, la Chine a les plus grandes réserves d'hydrocarbures au monde. Voilà. Elle a 4 mois de consommation, c'est-à-dire à l'échelle de la Chine, c'est considérable. Vous imaginez le stockage que ça signifie. Voilà. Sachant que, pardon, une précision, mais si c'est jusqu'ici la Chine tient, mais si la récession devient mondiale dans le monde globalisé qui est la nôtre et le modèle économique chinois étant celui de l'exportation, si on plonge, la Chine plonge avec nous. Et ce qui est très intéressant dans ces bouleversements du monde et ces jeux d'alliance, c'est justement la position de ces petites et moyennes puissances. Alors ça a été un peu rappelé par Carney qui dit aujourd'hui on va devoir... Le Premier ministre canadien qui rappelle donc la position aussi des moyennes puissances qui vont devoir diversifier. Et on parlait des pays donc d'Asie-Pacifique ou de l'ASEAN qui ont
pour habitude de pratiquer la couverture de risque, ce qu'on appelle le hedging. Et aujourd'hui, nos collègues canadiens nous disent oui, en fait, maintenant, ce qu'on doit plutôt pratiquer, c'est le dérisking, et c'est-à-dire diversifier au maximum, être le moins dépendant possible des uns ou des autres, même si militairement, c'est quand même très difficile en tant que Canadien de tenir ce discours quand on parle des États-Unis. Mais toutefois, de pouvoir donc maximiser cette diversification et au bénéfice de la Chine, mais peut-être pas que. On n'a pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure de à qui profite donc ce conflit. Certainement, la Chine est patiente, la Russie peut-être un petit peu moins, mais elle aussi bénéficie aussi de ces bouleversements qui sont liés aux gesticulations de Trump, et notamment sur le plan économique. Là, c'est très intéressant. Ce qu'a dit Lavrov lors de sa visite à Pékin, si véritablement la Russie fournit encore plus en hydrocarbures la Chine pour pallier ce qui est en train de se passer en Iran, ce sera un avantage de plus pour Vladimir Poutine. De l'Inde, parce que ça sera très bien. Non, mais en plus, ça lui ramène des revenus et ça lui permet de financer son effort de guerre. Ça pourra faire l'objet d'une autre émission à laquelle vous serez réinvité pour évoquer, bien sûr, pour évoquer ce que la Russie gagne, parce que à nouveau, c'est toujours pareil. Quand les regards sont braqués sur le Moyen-Orient, il y a un pays, c'est l'Ukraine, dont on parle moins, Pierre. Oui, tout à fait. Mais pour terminer sur la Chine, je pense que on a jusqu'à la visite de Donald Trump, une Chine qui va être relativement discrète, qui ne va pas chercher la confrontation avec les États-Unis. On a parlé un moment de est-ce que la Chine va tester le blocus du détroit d'Ormuz, envoyer ses tankers, ou voire même, il y a eu l'hypothèse de navires de guerre, etc. Moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas que les Chinois aient intérêt à provoquer les États-Unis, d'autant qu'ils ne sont pas pris à la gorge. On l'a dit, ils ont les réserves, ils ne sont pas du tout dans cette position. Et donc, on en revient à cette maxime de Napoléon, surtout ne rien faire pour gêner un ennemi qui fait une erreur. Mais pour revenir aux relations de la Chine avec l'Iran, la Chine n'a aucun intérêt à ce que la République islamique tombe à ce stade. Ah, surtout pas. Elle n'a pas intérêt à avoir un changement de régime en Iran, mais elle n'a pas non plus un intérêt, elle n'a pas placé d'argent, si on peut dire, en termes de pari, sur le maintien de ce régime. Elle préférerait que le régime islamique reste, parce que d'abord, elle est pour la stabilité, et deux, c'est un partenaire avec lequel elle s'entend bien, mais elle n'en ferait pas un drame s'il tombait, parce que la Chine n'a pas d'attachement ni sentimental, ni idéologique, ni en termes d'alliance proprement dit, avec des pays tiers. Surtout des pays qui ne sont pas directement dans sa zone d'influence asiatique. C'est vraiment intéressant de voir qu'en fait, Xi a peut-être réussi le rêve de Trump. Trump qui pensait qu'il allait pouvoir non seulement avoir à sa botte les pays du Golfe et bénéficier de deals fantastiques, récupérer l'Iran parce que ce serait un bon deal, il l'a dit en marge de nombre de discours. Et finalement, celui qui pourrait s'imposer comme étant le champion de la puissance commerciale dans la région, in fine, c'est peut-être davantage Xi que Trump. Et c'est quelque chose de long terme, mais en fait Trump vient ici offrir à ses concurrents ce dont lui-même a rêvé. Un peu par comparaison, parce que les pays du Golfe ont quand même été extrêmement déçu, et je pense que c'est un euphémisme, par la fameuse protection américaine qui n'a pas été là. Et puis il y a une inquiétude chinoise quand même dans les pays du Golfe, on n'en a pas parlé, mais c'est anecdotique, mais ça joue quand même. Il y a plusieurs dizaines de milliers de travailleurs chinois qui travaillent dans ces pays, notamment à Dubaï. Donc la Chine est quand même obligée aussi de... Peut-être qu'elle en a parlé avec le prince des Émirats arabes unis. Elle est intéressante. Je voudrais, pour conclure, revenir sur cette question du temps, de la notion du temps qui n'est pas la même pour Donald Trump et pour Xi Jinping. Alors déjà d'un point de vue de caractère, ou en tout cas ce qu'il donne à voir. On sait à quel point Donald Trump semble en tout cas impatient, erratique, dans un rythme. D'ailleurs, la photo de The Economist, elle est très parlante pour ça. Xi Jinping, la bouche fermée, quand Donald Trump a la bouche grande ouverte. Xi Jinping s'inscrit dans un temps long, ce qui n'est pas le cas de Donald Trump. Ils se connaissent. Xi Jinping était déjà au pouvoir quand Donald Trump était Donald Trump version 1, premier mandat. Est-ce que d'une certaine façon, dans cette confrontation qui vient et cette rencontre à Pékin, il a méjugé, la Chine d'aujourd'hui n'est pas celle de son premier mandat en réalité, et elle est là aussi, là peut-être là. Tout à fait, la Chine a fait un saut
qualitatif très important au cours de la dernière décennie que Donald Trump ne prend pas en considération. Et on l'a vu quand il a mis ses droits de douane absolument colossaux contre la Chine. Il ne s'attendait pas sans doute à la contre-attaque chinoise. Mais l'autre dimension aussi, c'est une question de personnalité et de cadre politique. Trump a les yeux fixés sur le prix du baril, donc le pétrole à la pompe aux États-Unis, le cours de la bourse, les midterms qui approchent dans quelques semaines, avec une base MAGA qui ne sait pas pourquoi les États-Unis sont en guerre en Iran et qui peut se poser des questions. Et sur quoi Xi a-t-il les yeux ? Et Xi Jinping, il a les yeux sur la stabilité sociale en Chine, quand même, ça reste un facteur permanent, et sur la stabilité économique mondiale, parce que s'il y avait, vous l'avez dit tout à l'heure, s'il y avait une crise, une récession majeure à cause de la guerre du Golfe et du prix du pétrole, la Chine serait lourdement pénalisée avec des fermetures d'usines et une baisse de production. Et donc un facteur social qui ressurgirait. Mais là, on est dans le temps plus long, on n'est pas dans l'immédiat. Et c'est un peu le calcul qu'a fait l'Iran aussi, qui est de dire, on bloque le détroit d'Ormuz, ça va faire monter le prix du pétrole, pression sur Trump, nous on a le temps, on peut vivre en se serrant la ceinture, pas les Américains. Ouais, le temps, et en sacrifiant sa population au passage. Il nous reste 30 secondes à propos de gestion du temps, pour conclure. C'est ça ? Très intéressant aussi de voir que la Chine est très proche du Pakistan et qu'aujourd'hui, en fait, c'est elle aussi qui, en ce moment, a pu vouloir des négociations à Islamabad, alors même que les Américains doivent s'y rendre et que quand on parle d'Ukraine, on va en Turquie ou aussi dans des pays du Sud, en Arabie Saoudite. Ça en dit beaucoup du nouveau monde qui nous attend. Qui va plus vite que nous, ce monde qui se redessine. Et précisément, c'est le sujet de votre livre, Pierre Aski, qui est sorti chez Stock, La fin d'un monde. On voit enfin la couverture. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu ce matin sur ce plateau. Maud Kessar, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bruno Darroux, vous étiez ici chez vous. Émission à revoir en replay et réécouter en podcast. On se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure.